Bienvenue dans ce nouveau numéro de Virage Digital. Virage Digital retransmis sur la plateforme dédiée viragedigital.fr en direct. N'hésitez donc pas à poser toutes vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Une émission aujourd'hui donc sur le thème de l'IT se transforme, comment rester opérationnel. J'ai le plaisir de recevoir pour en parler Robert Plana, directeur de l'innovation chez GE Electric, donc pour General Electric Digital. J'ai le plaisir également de recevoir Alain Melon, donc directeur technologie service chez Hewlett Packard Enterprise. Bonjour Alain. Bonsoir. Et j'ai également le plaisir de recevoir Didier Crinck, donc directeur général d'IDC France. Bonjour Didier. Bonjour. Alors on va discuter donc un tout petit peu plus tard de l'IT des entreprises se transforment, comment rester opérationnel, mais tout de suite je vous propose de revenir sur l'actualité numérique de la semaine. L'actualité numérique a été marquée la semaine dernière par le fameux CES 2017, CES où nous avons vu de nombreuses personnalités faire le déplacement, François Fillon, Axel Lemaire, Michel Sapin, mais aussi Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, et surtout une impressionnante délégation française. Près de 250 startups françaises étaient présentes, certaines emmenées par Business France, d'autres par La Poste, Engie ou d'autres grands groupes français. Un nombre qui en fait la troisième délégation au CES derrière les États-Unis et la Chine pour la deuxième année consécutive. Un succès qui vient confirmer une tendance selon laquelle la French Tech s'impose sur la scène internationale. Nous n'avons malheureusement pas pu nous y rendre, même si nous avons suivi de près cette grande messe du numérique. Nous vous avons en revanche déniché un reportage réalisé par nos confrères de Madines avec qui nous avons eu le plaisir de collaborer par le passé. Je vous invite donc à marcher dans les pas de Vincent Puren au CES de Las Vegas 2017. En se baladant aux quatre coins du CES, évidemment, passage incontournable, les stands de la French Tech. On estime qu'il y a à peu près 200-300 startups françaises présentes ici, ce qui en fait la deuxième délégation juste après les États-Unis. Wise&Hope, c'est une chaussure connectée. Carnot Computing, aujourd'hui, on a créé le premier radiateur numérique. Tempo, c'est une amélioration du protocole Bluetooth qui nous permet de connecter 5 enceintes pour créer un sound system. Pursuit, c'est le premier véhicule dédié au monde en réalité virtuelle. Pour ce premier jour du CES, il y a une tendance qui nous a particulièrement impacté et surtout un public qui a été gâté, ce sont les enfants. Il y a beaucoup de startups, y compris de la French Tech, qui gâtent les enfants et je vous propose de les découvrir. Jeanne, pourquoi je dois être déçu de ne pas être un enfant ? Parce qu'aujourd'hui, vous allez ne pas avoir sur votre table de chevet Mimo, qui est l'ami 2.0 pour les enfants. Mimo aujourd'hui va permettre à un enfant de pouvoir enfin bénéficier de sa musique en streaming, des radios, des web radios qui sont entièrement faites pour son âge, des histoires. Il va pouvoir se réveiller avec enfin des musiques qu'il aura choisies et enfin il va pouvoir communiquer avec papa et maman à travers Mimo. Pourquoi les enfants vont devenir accros à Rémi ? Alors ils vont devenir accros à Rémi déjà parce qu'il est mignon, parce qu'il a un joli petit visage et que ça va les accompagner vraiment dans leur chambre au quotidien pour tout ce qui concerne le coucher et le lever. Concrètement, comment ça fonctionne ? Alors concrètement, pour les petits bébés, Rémi suit la qualité de sommeil nuit après nuit et permet aux parents de vérifier que ça progresse dans le bon sens. Et puis ensuite, quand les enfants grandissent, Rémi, c'est une indication très facile pour les enfants pour qu'ils sachent quand ils ont le droit de se lever et quand il faut qu'ils restent au lit. Mel, pourquoi je dois être déçu de ne plus être un enfant ? Alors c'est vrai qu'on a tendance à être nostalgique de ce qui était fait avant, je pense au Walkman, à plein d'objets. Nous, on a réussi à réconcilier tradition et innovation et aujourd'hui c'est génial d'être un enfant parce que justement il y a la force du passé et du futur qui sont réunis, notamment dans notre produit qu'on a fait qui est l'Uni, qui a un petit air de vieux transistor mais qui finalement permet aux enfants de construire leur propre histoire et d'être autonomes, donc d'avoir un produit qui soit ludique et interactif. Merci. Donc là on va tester les gants connectés, c'est parti. J'ai peur. Wow, c'est top. C'est la basket connectée de Wise&Hope. On a le choix parmi 16 millions de couleurs. Voilà, donc une belle présence française et tendance autour des objets connectés, autour de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, à suivre donc un petit peu plus tard. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de cette émission, le débat. L'IT des entreprises se transforme, comment rester opérationnel ? C'est donc un sujet que nous allons traiter avec Robert Plana, directeur de l'innovation chez GE Digital, Alain Melon, directeur technologie service chez Hewlett Packard Enterprise et Didier Crinck, directeur général de IDC France. Et on va commencer avec vous, Didier, puisqu'on va décrypter les différentes tendances IT. Et IDC France a justement publié ses prédictions IT pour 2017-2020. Il y en a 10, alors on va peut-être pas citer les 10, mais est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quelles sont les grandes tendances IT de cette année et des années qui vont suivre ?
Voilà, alors je ne vais pas vous les dévoiler complètement puisque nous les présentons officiellement le 27 janvier. Donc, vous voyez, c'est un peu... En avant-première, ouais. Voilà. Mais je dirais, nous inscrivons en France dans une tendance beaucoup plus générale de prédiction qui fait que nous entrons dans ce que IDC appelle la DX Economy, c'est-à-dire la Digital Transformation Economy, là maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, on sent bien que le numérique irrigue tous les secteurs de l'économie et que donc les entreprises vont plus loin que de se mettre en bataille, mais sont vraiment engagés dans des projets opérationnels de mise en œuvre d'un certain nombre de technologies digitales et de projets digitaux qui sont disrupteurs par rapport à leurs activités principales. Et on voit ça notamment dans des secteurs comme le manufacturing, le retail, etc. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'on n'en est plus à dire il faut qu'on se digitalise. Là, on dit voilà, on y va et on va y proposer va. des et services. Concrètement, il y a des projets et ça avance de plus en plus vite. Alors maintenant, ça dépend. Alors évidemment, la vitesse à laquelle ces projets se déploient dépend des différents secteurs dans le monde. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe en France très précisément, plus précisément 2016, ça a été une année assez étonnante en fait, parce qu'en 2015, fin 2015, on était encore assez en retard sur la maturité numérique des entreprises françaises. Je parle des grandes entreprises, des entreprises de plus de 5000 salariés. Et on a chez IDC un indicateur qui mesure un peu cette maturité dans les différents pays et qui permettait de comparer. Et la France était quand même un peu dans le peloton de retard fin 2015. Début 2016, il y a eu une vraie accélération et fin 2016, il y a eu une mise en œuvre d'un certain nombre d'initiatives de type organisationnel dans un certain nombre d'entreprises. On a vu d'ailleurs avec nos confrères, votre confrère Les Échos, avec lesquels on est partenaires sur ces sujets-là, les entreprises du CAC 40, notamment de se mettre en ordre de bataille très très précisément pour mettre en œuvre des stratégies digitales, avec des plans d'investissement, etc. Donc 2016, ça a été la mise en ordre de bataille. Et puis, on a fait une enquête fin 2016, pareil, dans tous les pays d'Europe, sur du déclaratif, c'est-à-dire où est-ce que vous en êtes de votre stratégie digitale, etc. Et là, la France, fin 2016, s'est retrouvée, en fait, deuxième. Donc une belle remontée par rapport à... Une remontée spectaculaire, etc. Alors, c'est un peu comme d'habitude, en fait, en France, on a l'habitude qu'on suit les taux d'adoption des différentes technologies depuis un certain nombre d'années, que ce soit sur le cloud, le big data ou d'autres. Et effectivement, en France, nous sommes un pays de cartésiens, donc on réfléchit longtemps, on pèse le pour et le contre avant de savoir comment on va faire, etc. Donc, quand les autres démarrent de façon plus pragmatique à l'anglo-saxonne, on reste un peu en retrait. Nous, on regarde un petit peu, on étudie ça d'un peu plus près, etc. Puis au moment où on décide d'y aller, paf, on met en place, on met face à ça des ressources, des plans d'investissement, etc. Et on rattrape notre retard. Ça a toujours été comme ça, donc c'est comme ça aussi pour les transformations numériques. Donc concrètement en France, 2017, ça va être la mise en place d'un certain nombre de opérationnels, puisqu'on est dans un sujet sur très opérationnel, l'IT opérationnel se transforme de façon opérationnelle. Et bien 2017, ça va être l'année de l'opérationnel, de la transformation digitale d'un certain nombre d'entreprises, notamment dans le manufacturing avec la mise en œuvre de stratégies d'usines du futur. Et vous savez qu'on a un certain nombre de retards sur l'industrialisation de la France et que c'est d'ailleurs un des sujets des campagnes de présidentielles actuelles. C'est un vrai sujet, et notamment dans le retail, notamment dans la banque, où ça pose un vrai problème de déploiement et de rôle des agences, etc. Donc il y a un certain nombre de sujets comme ça, et nous on en voit trois, c'est d'ailleurs les trois sujets, les trois secteurs d'activité sur lesquels on a décidé en France de manufacturing, retail et banque. Manufacturing, retail et banque et assurance, je dirais, où là vraiment il va y avoir des sujets très chauds et très opérationnels pour 2017. Donc les entreprises... Ça veut dire qu'au niveau des chiffres, et puis j'en aurais terminé, au niveau des chiffres, on était sur l'activité
secteur, sur l'activité services et logiciels en France l'année dernière à une croissance de 2,5%. On pense que ça va être entre 3,2 et 3,5% sur 2017. Donc il y a des vrais projets avec des vrais investissements. 3,2, vous me direz, on n'est pas... Mais ça veut dire que sur toute la partie legacy, c'est-à-dire l'informatique traditionnelle qui pèse encore 85% du truc, hein, donc pas rien. On est quand même sur des croissances faibles, voire des décroissances sur certains secteurs, et sur toutes les activités digitales qui sont autour de ce qu'on a appelé les 4 piliers de la 3e plateforme chez nous, hein, donc les fameux SMAC, hein, social business, mobilité, analytics et cloud. On est sur des taux de croissance de 18 à 25%. Quoi. Voilà. Donc, vous parliez tout à l'heure de Big Data ou Cloud. Si on parle rapidement des outils derrière ces tendances, c'est vraiment le Cloud, Big Data et ce qu'on appelle la 3e plateforme. En fait. Le Cloud, c'est l'enabler. Hein. Sans le Cloud, on ne peut pas faire grand-chose. La mobilité, c'est ce que demandent les gens. Et les gens veulent absolument... Partout c'est et tout le temps. Il faut que ce soit partout, pourtant, de n'importe où. Le big data, c'est ça qui permet d'exploiter toutes les données et d'être de plus en plus d'inventer les nouveaux modèles de demain. Et c'est ça que recherchent les dirigeants, c'est dire effectivement le numérique pour moi. Les dirigeants d'entreprise ont bien vu que je vais pouvoir peut-être faire de nouveaux business models, mais grâce à quoi ? Grâce à des données que je vais récupérer. Hein, et c'est ce à quoi pense très très fortement, notamment le secteur de la finance. Hein, voilà. Et puis le social business, parce qu'aujourd'hui, effectivement, pour atteindre les gens et pour interagir avec les gens, ça se passe beaucoup plus avec les réseaux sociaux qu'avec n'importe quel autre média. Donc des entreprises qui se digitalisent, un IT qui se transforme. On parlait de legacy, effectivement, de ces nouveaux usages digitaux. Et la question à 1000 € qu'on va aborder avec vous, Alain, comment on fait pour rester opérationnel ? Parce qu'en fait, si je comprends bien ce que vous m'avez dit, c'est-à-dire que les entreprises se digitalisent, mais il y avait quand même de l'informatique qui était présent. Il faut évoluer en permanence et pour autant continuer à offrir un service de qualité et continuer à fonctionner de manière efficace au quotidien. Oui, alors en fait, il y a deux choses. Et avant de répondre à cette question, juste pour confirmer ce que disait Didier, nous on observe et on reçoit, avec nos clients, on discute tous les jours, on reçoit des appels d'offres régulièrement. L'accélération que donnait Didier sur 2016-2017, on l'a constaté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les projets cloud, en particulier, ou mouvement vers une infrastructure hybride, on a une grosse accélération depuis maintenant 1 an et la fin de 2016. Alors après, sur l'aspect opérationnel lui-même. Pour rester opérationnel, en fait, on a besoin d'adresser les deux sujets. C'est-à-dire d'adresser le legacy en l'optimisant, parce qu'il faut arriver à dégager des zones, des marges financières et des zones de progrès pour pouvoir investir dans les nouveaux projets et dans la nouvelle plateforme. Donc tout l'enjeu que l'on a aujourd'hui sur ces activités-là, c'est de trouver les bons leviers d'optimisation avec du process, avec de l'outillage, pour faire en sorte que les nouveaux projets soient correctement financés. Robert, alors on va rapidement peut-être d'abord présenter GE Digital et surtout Predix avant de vous relancer sur ce sujet. Donc Predix est une plateforme qui propose de la maintenance prédictive. Oui, bonsoir. Predix en fait est un environnement, on va dire ça un peu comme un Linux pour l'industrie, qui a été développé par General Electric pour ses besoins internes, pour sauvegarder l'héritage digital et puis pour optimiser un petit peu toutes les activités digitales qu'on avait dans nos verticaux. Chacune d'entre elles n'avait pas la taille critique, n'avait pas la flexibilité et la rapidité d'évolution nécessaire. Donc c'est pour ça qu'on a créé cet environnement Predix, qui justement, pour revenir aux deux précédentes remarques, c'est quelque chose qui va pas révolutionner tout ce qui existe. C'est vraiment un environnement qui va réunifier toutes les technologies sur le factory floor avec les technologies IT. En d'autres termes, on va pas demander à nos clients de refaire des CRM, de refaire des ERP, mais par contre, on est convaincu
qu'il y a beaucoup de valeur qui est créée entre les données au niveau de l'usine avec les données périphériques, voire externes. Et en fait, c'est ça essentiellement. Ça permet d'exploiter mieux l'existant, en fait. Voilà. Donc on revient sur la question du big data. En fait, il faut connaître ces usines le plus possible et ça permet d'optimiser en fait non seulement des process et j'imagine d'en retirer des marges beaucoup plus grandes. Oui, bien sûr. Il y a 3 sujets dans l'industrie qui sont importants. Il y a la gestion des actifs, l'optimisation des infrastructures, et puis tout ce qui est maintenance et opération. Donc ça, c'est les 3 piliers sur lesquels il faut être compétitif. Et dans le même temps, comme il y a de plus en plus de digital, on a un problème pour sauvegarder l'héritage digital. Comment je fais en sorte que j'ai un héritage digital qui est pérenne dans le temps et ça, c'est un sujet que nous... Et la maintenance prédictive, ça va être une vraie révolution dans l'industrie de demain, parce que vous vous rendez compte tout ce qu'on perd comme temps et comme argent en organisant une maintenance... Oui, on est passé du maintenance où on faisait du réactif, on a fait du proactif en essayant de prévoir des pannes, et maintenant on cherche à faire du prédictif dans une logique où on va éviter complètement les pannes avec les arrêts qui seront vus en amont par les outils et les capteurs qui remonteront l'information. Donc ça nécessite des nouveaux outils. Alors c'est un sujet sur lequel par exemple communique Airbus ou la SNCF ou pour ne pas les citer, qui je lisais avant cette émission disent qu'ils sont capables de prévoir une panne jusqu'à 20 jours avant qu'elle arrive ou qu'elle soit effective. On peut être un petit peu critique et se dire c'est vraiment possible ou c'est aujourd'hui des suppositions sur une panne dont on n'aura jamais la preuve réelle. Bon, je peux répondre à ça. Tout dépend de la panne dont il parle là. C'est sûr que à la fois Airbus et la SNCF, ils ont quand même une grosse tradition de données et de retour d'expérience. Et en fait, des choses qui n'étaient pas possibles de réaliser il y a quelques années, grâce à la fois aux méthodes de stockage, aux calculs élastiques, aujourd'hui, on peut vraiment faire de la prédiction avec une meilleure résolution. Et donc, c'est très possible que on puisse anticiper comme ça des périodes, pas des pannes, mais de la maintenance sur un horizon de 20 jours. C'est peut-être pas des pannes, c'est peut-être de la maintenance qu'ils arrivent à prédire. On prenait un exemple qui est la voiture connectée. Une voiture aujourd'hui qui est capable d'analyser avec des capteurs un certain nombre de données la concernant, génère énormément de données locales qui sont traitées localement, remonter dans des centres de données pour faire du prédictif pour certains, mais il est certain que l'ensemble de ces données-là, si elles sont mieux traitées, doivent permettre à la voiture de limite s'auto-maintenir sur certains aspects. Et quand elle sera son chauffeur, elle ira se faire sa vidange elle-même d'ailleurs. Donc c'est possible. Ce qui est sûr, c'est que nous on est convaincus que la puissance de calcul locale va à nouveau prendre de l'importance. Une voiture connectée, elle n'aura pas besoin de remonter à un centre de calcul pour savoir s'il faut freiner. Elle calculera elle-même. C'est un mini data center. Demain, c'est un mini data center qui doit être capable de calculer elle-même, et donc il faudra la maintenir comme telle. D'accord. Donc tous les processus opérationnels associés seront aussi critiques. Bon, mais pour autant, il y aura quand même besoin à un moment ou à un autre de vérifier, d'avoir l'humain derrière, et l'humain qui doit, j'imagine, se former en permanence à ces nouvelles technologies, Alain. Ou est-ce que la voiture va pouvoir elle-même, finalement, avec l'intelligence artificielle, je ne sais pas, puisqu'on est presque dans la science-fiction aujourd'hui, se maintenir elle-même sans que nous ayons besoin d'y participer? Alors là, je pense qu'il ne faut pas rêver. C'est-à-dire que l'humain et le facteur humain est un facteur essentiel pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'on développe beaucoup d'automatismes. On cherche à mettre dans tous ces objets connectés beaucoup de code logiciel, et le logiciel prend une importance colossale là-dedans. Réparer un automatisme, de trouver pourquoi ça marche pas, ça demande des compétences qui n'ont rien à voir avec dépanner un composant. Quand on traite une solution informatique, c'est plus compliqué. Et je pense que ça, c'est une tendance forte de l'industrie, quelle qu'elle soit, mais en particulier informatique qui donne la puissance de calcul, de trouver des compétences qui vont travailler sur les automatismes et sur les processus de plus en plus, et sur l'agrégat de composants techniques, logiciels, multi-constructeurs, multi-éditeurs, de plus en plus open source, ce qui donne aussi ce qui est le cas de Predix, je crois. Des contraintes différentes, c'est basé sur Linux, si mémoire est bonne. Et Cloud Foundry. Donc ces éléments-là, en termes de compétences, c'est un facteur humain important. C'est pas les mêmes compétences qui vont réparer ce type d'équipement que les compétences qui réparent aujourd'hui au niveau du composant pour aller changer un disque dur sur un serveur ou pour aller changer un processeur
dans un serveur. Non, mais en ce terme, il a raison, c'est effectivement pas les mêmes compétences, et donc ça pose des problèmes de formation et de transition pour l'ensemble des organisations, à la fois pour les clients ou les organisations IT qui doivent traiter ces éléments-là. C'est sûr que les emplois de demain ne sont pas ceux d'aujourd'hui, dans quel que soit le secteur, et qu'il y a toute une transition. Et du coup, il y a un accompagnement à faire. Il y a une transition à gérer en termes de formation. Très important. Et je pense que moi, si j'étais business angel, je mettrais de l'argent dans la formation continue, bien sûr. Ouais. Il va y avoir un boom là-dessus, c'est dans les prochaines années, c'est évident. Un boom sur la formation, un boom sur l'outillage aussi lié aux intervenants. On parlait de réalité augmentée tout à l'heure avant l'émission. On arrive à avoir des technologies où les techniciens qui interviennent sont aidés par des lunettes qui leur projettent quasiment le manuel d'intervention. Donc c'est des choses qui commencent à arriver sur le marché, qu'on regarde dans nos centres de support. Comme un jeu vidéo, on lui dirait vas-y, maintenant il faut que tu fasses ceci, il faut intervenir sur quel... Exactement ça, serious game. Sur le sujet manufacturing, il y a, certes, on a besoin de nouvelles compétences, mais en fait, on a besoin de compétences, alors les gens appellent ça les systèmes cyberphysiques, c'est-à-dire qu'on a quand même, la physique intervient et la statistique intervient. Et en fait, la valeur se crée en mélangeant la physique et la statistique. Donc on a quand même besoin d'experts qui connaissent les machines, qui connaissent les process, et qu'on vient enrichir avec la statistique des données. Et c'est cette combinaison qui crée les valeurs. Donc, du coup, voilà, on a besoin des deux. On a besoin d'un système cyberphysique un peu et alors, c'est spécifique au manufacturing, à l'industrie. La banque, c'est un petit peu différent, et le retail. Et pour terminer sur le changement, on observe aussi avec ces changements-là une accélération qui est colossal. C'est-à-dire que tous ces systèmes-là doivent être mis sur le marché de façon plus rapide. Étant automatique, ils génèrent, ils provisionnent les services de façon plus rapide. Et donc, tout ce qui est maintien en conditions opérationnelles doit s'adapter à ce nouveau rythme. Le cycle des applications a été très réduit. Avec DevOps, maintenant, on arrive à avoir des mises à jour de nos applications de façon hyper régulière. Donc, il est obligé de trouver des procédures de maintien en conditions opérationnelles qui sont différentes. Et alors, si on regarde un peu les secteurs d'activité, donc vous parliez, Didier, essentiellement du manufacturing, du retail et de la banque. Je pense que pour la France, c'est les trois secteurs sur lesquels, en 2017, il va se passer des choses importantes. Ça ne veut pas dire que les autres, il ne va rien se passer. Mais c'est les plus importants. On a été obligé de se focaliser sur... Robert, vous, donc le Predix, c'est donc en open source, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir implanter ensuite son besoin ou sa solution vis-à-vis de... et pour l'utiliser ensuite comme il le souhaite. Vous constatez... vous, qu'un secteur d'activité vient plus que d'autres pour utiliser cette solution ? Alors, il y a trois secteurs sur lesquels on voit de la croissance de brevets. Le secteur transport, renouvelable et agriculture. Donc ça, c'est les trois secteurs où aujourd'hui, en fait, le marché est émergent et pas encore là, mais émergent. D'autres secteurs comme oil and gas, donc là avec la crise du pétrole, on va dire qu'ils sont un petit peu forcés, et il y a une accélération stratégique qui fait que la digitalisation est obligatoire pour rester compétitif. Et après il y a les secteurs classiques comme l'aéronautique où là ils font ça déjà depuis très longtemps, donc du coup, ça continue. C'est plutôt de l'excellence opérationnelle. Il n'y a pas de rupture vraiment. Mais alors, ce qui est fascinant quand même, c'est que des secteurs aussi différents utilisent une technologie aussi similaire pour justement anticiper des problèmes qui sont par définition différents. C'est-à-dire que quand on fait de l'agriculture ou de l'aéronautique, normalement, on n'est pas confronté aux mêmes enjeux, et pourtant, on utilise la même technologie ou la même solution pour faire de la maintenance prédictive. Voilà, les modèles sont différents. Après, les méthodes de traitement de données peuvent être similaires. Il y a du machine learning pour faire de la reconnaissance de défauts à partir d'images de drone. On fait du deep learning, et donc ça peut être utilisé dans la santé, c'est utilisé pour la surveillance des infrastructures. Donc, et c'est là qu'il y a un intérêt d'avoir un environnement un petit peu ouvert et homogène, c'est-à-dire qu'on a des synergies transverses, et donc du coup on peut réutiliser des modèles et des algorithmes qui ont été validés sur d'autres cas d'usage. Ce qu'on voit chez nos clients, c'est que la plateforme qui permet de soutenir ces éléments-là est assez commune, une plateforme cloud privé, public,
peu importe, je dirais, même si la problématique des données qu'on collecte pour faire ces traitements se pose à un moment où elles sont localisées. Et par contre, les use cases sont spécifiques aux industries, pour dire, là, on est spécifiquement sur l'analytique pour la voiture connectée ou pour l'agriculture. Mais la plateforme, les problématiques sont assez communes. Les problématiques de maintien en condition opérationnelle de ces plateformes, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le secteur d'activité, les problèmes sont les mêmes, puisque les plateformes et les solutions développées sont relativement homogènes derrière. Oui, il s'agit de collecter des données, de les analyser, de les traiter. Ce que ça donne par rapport à ce qui s'est passé précédemment, etc. Donc effectivement, on est tout ce qui est collecte et tout ce qui est traitement, ça se ressemble par secteur, c'est assez cross. Et on en revient ensuite à ces entreprises qui se mettent en champ de bataille pour ensuite aller justement développer leurs besoins spécifiques sur la plateforme. Je reviens sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, Alain, c'est sur la multitude de fournisseurs à gérer en fait quand on est une entreprise et quand je parle de fournisseurs, c'est on parlait de différents composants d'une voiture, il y a celui qui va faire le pneu, celui qui va faire ceci ou cela. Maintenant qu'on connecte tout, comment est-ce qu'on fait pour rester opérationnel quand effectivement on doit se retourner vers 50 personnes différentes quand il y a un ou plusieurs problèmes à gérer sur... alors je prends l'exemple d'une voiture, mais ça peut être d'un avion, d'un drone ou autre. Alors il y a deux aspects. Il faut avoir une gouvernance très claire sur les opérations, sur qui est censé faire quoi dans la chaîne opérationnelle. Donc ça nécessite souvent de la redéfinir. Et puis il y a un deuxième aspect qui est les partenariats, c'est-à-dire que dans ce nouveau mode de consommation de l'IT, on va dire, au nouveau mode de traitement de l'IT, il y a de plus en plus de partenaires qui doivent interagir. HPE avec Digital, oui, effectivement, autour de Predix, pourquoi pas. Mais d'autres, il y en a énormément qui interagissent, partenaires logiciels, avec des plateformes qui deviennent de plus en plus agnostiques. C'est-à-dire qu'on a une stratégie côté HPE d'avoir des plateformes qui peuvent fonctionner avec l'ensemble des partenaires et éditeurs logiciels du marché, de façon à pouvoir s'adapter à ces éléments-là, tout en interconnectant nos systèmes de support. On est capable de prendre des appels et d'avoir un interlocuteur unique pour le client et d'aller chercher l'expertise dans les centres d'excellence, soit de partenaires, soit nos propres centres d'excellence quand c'est nos technologies. Donc on a cette mécanique-là. S'ouvrir aussi au niveau du support. Ça nécessite de s'ouvrir, parce qu'avant on avait des technologies propriétaires. C'est l'innovation même pour le support. Bien sûr, avant on avait des technologies propriétaires, on était nous-mêmes maîtres de notre destin, on pouvait développer des patchs comme on veut. Maintenant c'est plus vrai, on va voir des partenaires pour le faire. Donc c'est un changement de paradigme. C'est un point important cette notion d'écosystème finalement autour de cette nouvelle révolution de l'IT. Et qui va quand même s'accompagner autour d'un nouveau modèle économique. Parce que également. On va être dans une économie partagée, parce qu'on ne peut pas à la fois avoir de l'écosystème et du partenariat et puis pas partager les bénéfices. Donc du coup, ça change un petit peu les modèles de bénéfices. Absolument. Qui doivent être davantage partagés que par le passé. Et souvent, nos clients, d'ailleurs, quand ils se posent la question de dire, mais finalement, est-ce que pour monter cette solution, je dois avoir un écosystème compliqué ou est-ce que je prends un acteur qui agrège toutes les briques et qui me le revend comme un service ? Donc on a ce type d'offres qui sont aujourd'hui au catalogue d'un constructeur comme HPE. Pourquoi ? Parce que justement, ils ne veulent pas gérer cette complexité de s'adresser à plusieurs éditeurs, plusieurs partenaires. Donc un écosystème qui est en train un peu de se remodeler. Ce sera l'occasion du coup d'en venir en reparler dans quelques mois ou quelques années dans ça va cette vite, émission. Ça ne sera pas quelques années. Bon, dans quelques mois, alors voire quelques semaines, pourquoi pas. Mais merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette émission et d'avoir décrypté les grandes tendances, la maintenance prédictive et le maintien en conditions opérationnelles. Merci à vous d'avoir suivi Virage Digital en direct. Je vous invite à retrouver le replay dès demain matin sur viragedigital.fr, sur IT for Business, sur ZDNet, sur PC Expert et sur Silicon. Pour ceux qui voudraient nous écouter en voiture ou dans les transports, je vous invite à télécharger le podcast de l'émission sur l'iTunes Store et je vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine, donc mercredi 18 janvier en direct, sur un thème, donc sur le thème du cloud hybride. Faut-il développer sa propre solution ou aller chez un fournisseur externe ? À la semaine prochaine. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.